Bon, il est 11h, Mme Perron, merci, Merci d'avoir contribué à l'émission. On se reparle demain. Maison. Tout va bien? Tout baigne. Tout est correct? Il fait beau aujourd'hui. Oui. Mais là, on va parler de cannabis. Là. Pas au volant, s'il te plaît. Et non. Okay. Déjà, je conduis très mal. Imagine si on ajoute une substance. Sacramouille. Pas, hey, cachez-vous tout le monde. Elle s'en vient en char. Merci, Isabelle. À demain. Isabelle Olivier débarque. Allô, vient prendre elle la est relève. là. Et que oui. Merci. Écoute, sans cannabis aussi de mon tag côté. team, hein? C'est comme passez-vous le flambeau, puis on va à job. On va tout de suite aller rejoindre Saïd Kourich, qui est prof en neuropsychiatrie au département des sciences biologiques à l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche en neurobiologie de la santé mentale. Ça me prend un titre comme ça, moi, dans la vie. Je sais pas ce que vous avez fait, M. Kourich, pour avoir ça, mais ça m'en prend un pareil. Pas des études, j'espère. Pas trop d'études, là. Beaucoup d'études. Ah, oui. Beaucoup d'études, beaucoup de souffrance. Parfait. Merci d'être avec nous, parce qu'il y a une étude qui est sortie et qui est vraiment troublante, M. Kourich. C'est parce que, non, d'un côté, on dit le cannabis, on parlait du cannabis, affecte le développement du cerveau chez les jeunes, mais aurait un effet contraire chez les 40 ans. Expliquez-moi ce qui se passe. Déjà, c'est un peu nouveau cette étude. Tous les chercheurs ont été extrêmement surpris de cette différence qu'on a l'habitude de dire entre les jeunes et les plus vieux. Donc, c'est clair que l'étude montre quelques avantages. On a une augmentation de la matière blanche, une augmentation des fonctions cognitives, ce qui est totalement contraire à tout ce qui a été publié chez les jeunes. Alors, pourquoi? Attendez. Matière blanche, c'est quoi? Ça sert à quoi? Expliquez-nous. La matière blanche. Alors, imaginez, votre cerveau est constitué de neurones, de cellules nerveuses qui vont communiquer entre elles. Alors, ces communications se font à travers des longs prolongements entre les axones, ce qui permet de communiquer. Ces longs prolongements vont être entourés d'une couche de graisse, de lipides. En fait, c'est comme si on isolait un câble électrique. Mieux on l'isole, et plus vite l'information se transmet entre les différentes régions cérébrales, et donc habituellement c'est associé avec des meilleures performances cognitives, etc. C'est les autoroutes du cerveau. Et le cannabis fait quoi à propos de la matière blanche chez les personnes de 40 ans et plus? Il semblerait que chez ces personnes, on a une augmentation de la matière blanche, mais à peu près partout dans le cerveau, incluant des structures qui ont été reportées par le passé étant affectées de manière négative par le cannabis. Là, on a par exemple l'hippocampe, le striatum. Alors l'hippocampe, c'est très important pour votre mémoire. Le striatum est très important aussi pour nos fonctions exécutives, nos habitudes, notre mémoire également, mais aussi des structures qui sont impliquées dans la régulation des émotions. Et ça, et là, on a constaté que le cannabis, et encore une fois, M. Kourich, faudrait déterminer, quand on parle de cannabis, on parle de quoi? Est-ce qu'il faut le fumer? Est-ce que c'est en gélule? Est-ce qu'il y a une forme avec du THC, pas de THC? Que dit l'étude? Alors, dans l'étude, ils n'ont pas vraiment catégorisé comment le cannabis a été donné. Est-ce que c'était en gélule ou on l'a pas vraiment en gélule, mais en fumant, en bang ou je ne sais quoi. Donc, cette étude s'est fait quand même ça se base quand même sur, je crois, à peu près 26 000 personnes. C'est une banque de données en Angleterre. Et donc, en fait, c'est une étude qui a été basée, en fait, sur ce qu'on appelle la personne s'est auto-reportée, c'est-à-dire fumer ou consommer du cannabis. Apparemment, dans l'étude, c'était particulièrement le fumer, bien sûr, donc soit de manière très modérée ou des manières plus modérées. Je crois que je vous ai perdu, je suis pas sûr. Non, je suis là, je vous écoute. Parfait. Donc, parce que je ne vous voyais plus. Donc voilà, la façon dont ça s'est fait, c'est qu'on a demandé à ces personnes combien de joints ou bien combien de cannabis ils consommaient. Alors bien sûr, c'était entre pas du tout modéré ou de manière régulière. Mais on le sait pas, il n'y a pas d'information sur la dose ni sur la fréquence. C'est plus une espèce de catégorisation relative entre rien du tout, modéré et de manière fréquente. OK, donc, M. Kourich, cette étude-là sert à... Là, il y a plein de détails qui doivent être clarifiés, mais ça sert à... C'est quoi? C'est une piste pour de nouvelles études pour connaître le véritable effet chez les personnes de 40 ans et plus. Et ça, c'est très important. Comme vous le savez, chez les jeunes, on dit que consommer du cannabis va diminuer la mémoire, l'attention, éventuellement amener des problèmes au niveau de la régulation émotionnelle, etc. à l'âge adulte. Mais on ne savait rien du tout sur les gens plus âgés. Et là, il semblerait qu'il y ait des effets bénéfiques. Mais ce qui est important à noter,
c'est que le cannabis qui a été consommé par ces gens entre 40 et 77 ans, c'est pas nécessairement le même que ce que les jeunes aujourd'hui consomment. Il faut garder à l'esprit que ce cannabis qui a été consommé par ces personnes-là à l'époque, les années 80, les années 90, etc., on avait des doses de 3, 4, 5%. Il suffit d'aller à l'SQDC aujourd'hui, vous allez trouver du cannabis avec des concentrations allant jusqu'à 30%. C'est pas la même chose. Donc, ce que ça soulève comme question, c'est est-ce que c'est en fait une question de concentration de cannabis plutôt que d'âge, ou bien c'est vraiment une question que le cannabis a un effet différent selon l'âge auquel on le consomme, ou bien selon les moments où on analyse. Diriez-vous, M. Courich, que le cannabis d'aujourd'hui, moi je pensais que l'étude portait sur des gens de 40 ans et plus qui avaient aujourd'hui fumé du cannabis, mais si je comprends bien, ce sont des gens qui ont fumé à l'époque, puis on voit aujourd'hui le résultat. Oui, et qui vont continuer. Donc forcément, ils ont commencé avec du cannabis beaucoup plus léger, mais on ne sait pas vers quel type de cannabis cela a évolué. Est-ce que c'était des cannabis qui étaient plus concentrés ou pas au début des années 2000, 2005, 2010 ? On ne sait pas vraiment. Ça soulève juste des questions super intéressantes. C'est une étude relative et les résultats semblent, en tout cas les corrélations semblent extrêmement solides. C'est juste que ça nous force à nous ouvrir l'esprit sur les effets du cannabis à long terme. Je comprends, mais peut-on se fier à des vieux hippies, M. Courich? Tu sais, des vieux hippies qui ont été gelés toute leur vie, là, puis qui arrivent tout à coup avec... Moi, je crois pas à ça. C'est pour ça que ça a été extrêmement étonnant. Mais moi, ce que ça me rappelle surtout cette étude, parce qu'on voit que les effets sont plus significatifs chez les individus qui ont consommé de manière modérée. Moi, ce que ça me rappelle, c'est quelque chose que je dis souvent à mes étudiants, sur tous les produits chimiques. Ça me rappelle Paracels, cet alchimiste médecin du XVIe siècle qui disait que le poison est dans la quantité, que rien n'est bon, rien n'est mauvais, tout dépend de la quantité. Moi, ça me rappelle un peu cet effet-là, vous savez. Ouais. Mais est-ce que le cannabis d'aujourd'hui devrait être considéré comme une drogue dure? Ça, c'est une grande question à laquelle je ne pourrais pas répondre, parce que vous avez d'une manière qualitative, ça reste du cannabis. Jamais on a démontré d'overdose avec du cannabis. Jamais on a montré des dépendances aussi fortes que dans les autres drogues. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut le considérer comme une drogue dure aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que cette forte concentration de cannabis va pas induire des problèmes beaucoup plus graves quand on va faire une autre analyse d'ici 40 ans? Ah oui, ça c'est intéressant, mais aussi on a parlé beaucoup de psychose chez les jeunes. C'est réel? Oui, alors les psychoses, effectivement, c'est réel, mais je voudrais juste corriger quelque chose. Ouais. Ce n'est pas le cannabis, ça c'est ce qu'on voit dans les études, ce n'est pas le cannabis qui va causer la psychose, mais plutôt le cannabis qui va réveiller une prédisposition à la psychose. Okay. Ces gens-là sont déjà prédisposés. Il y a des antécédents familiaux, mais des fois, ces personnes-là ne le savent pas, donc ils vont consommer de manière accrue, et tout d'un coup, il y a un risque de psychose, et habituellement, quand il y en a une, c'est le développement de la schizophrénie, et ça peut rester sur la vie. Donc ça, c'est réel, mais ça va plus déclencher quelque chose qui est déjà là. Est-ce qu'on est capable d'évaluer une différence dans la réaction des hommes et des femmes? Oui, alors on sait que les hommes et les femmes ne répondent pas du tout de la même manière aux drogues, que ce soit de la cocaïne ou du cannabis. Et ça va dépendre bien sûr, il y a une grande différence. La première différence entre les hommes et les femmes, c'est les hormones. Et les hormones, qu'on le veuille ou non, vont réguler énormément la façon dont notre cerveau fonctionne et vont aussi réguler comment ça régule tout ça? Sur l'expression de certaines protéines dans le cerveau. Certaines de ces protéines sont des récepteurs justement à ces drogues-là. Le récepteur endocannabinoïde, c'est un peu dans le mot, c'est le récepteur qui est activé par le cannabis. Les femmes, elles en ont beaucoup plus et il est régulé par les oestrogènes, ce qui fait qu'elles vont pas réagir de la même manière au cannabis, elles vont être beaucoup plus sensibles. Ah ouais. Donc, ce recul-là, est-ce que ça nous oblige à faire vraiment un suivi sur la consommation du cannabis à travers les décennies pour arriver à quel genre de conclusion? Qu'est-ce qu'on espère trouver? Parce que là, vous dites, les gens qui ont fumé à l'époque entre 40 et 77 ans ont une meilleure mémoire que ceux qui n'ont pas fumé?
Bah, apparemment, par rapport à ce que dit l'étude, c'est oui, Ouais. moi-même je suis encore très surpris, donc je marche un peu sur des œufs ici, mais apparemment c'est ce que l'étude montre. Et d'ailleurs, ils ont une autre étude qui va être publiée apparemment, qui est sur revue là, qui est en révision, qui montre que cette augmentation justement de matière blanche est vraiment associée à une augmentation des fonctions cognitives, par exemple. Mais Donc, sérieusement, diriez-vous aux gens, disons à la FADOC, abonnez-vous à la SQDC, mettez un rabais de 20 parce que c'est bon pour vous de fumer du cannabis aujourd'hui. On peut pas dire ça, là. non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Moi, ce que je ferais, par exemple, c'est que nous avons l'opportunité de nos jours de connaître exactement les doses dans différents types de cannabis. Ce serait super de commencer, par exemple, je suis sûr que ça se fait déjà, il me semble que ça se fait déjà aux États-Unis, une étude longitudinale. On pourrait prendre des jeunes aujourd'hui et les suivre sur 20 à 30 ans. Il y a beaucoup d'études qui se sont faites comme ça par le passé, et ça nous donnerait une bonne idée sur quels sont les impacts du cannabis quand il est vapoté, par exemple, ou fumé, ou bien pris sous forme d'huile. Ce sont des façons d'administrer qui sont très différentes et qui peuvent induire des effets très différents. Là, on a l'opportunité de connaître tout ça. C'est intéressant parce que quand on a libéralisé là, ou décriminalisé le cannabis au Canada, on n'a pas associé ça à des études, à des suivis. Non, non, ça n'a pas été fait, mais ça a été un peu à cause des lois d'antan. Hein. On avait les lois, ça a commencé aux États-Unis, les années 30, 40, 50. Hein. Il y a eu plein de lois pour interdire le cannabis. Donc ça a été extrêmement difficile de l'obtenir dans la recherche. Je travaille sur les drogues et je peux vous dire qu'il est plus facile d'en trouver dans la rue que d'en s'en procurer pour faire de la recherche avec. Et donc il y a un gap, il y a un trou énorme dans les recherches sur les drogues à cause de la difficulté d'accès pour les laboratoires. Puis vous êtes à l'UQAM, ça doit sentir Oui. le pot là, hein? À l'époque, ça sentait le pot, moi. Le pot, je le sens quand je descends à la place des Arts, par exemple. Mais voilà, nous, on travaille plutôt sur des stimulants comme la cocaïne. C'est vrai, ouais? Ah, oui? Oui, on travaille plutôt sur les stimulants, oui. Bon, écoutez, merci pour ces précisions. Saïd Kourish, qui est prof en neuropsychiatrie au département des sciences biologiques à l'UQAM. Un gros merci à vous. À la prochaine. Merci à vous. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Merci.